Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du second degré. Alors le second degré, quand tu es en première spé maths, c'est un peu le premier cours que tu abordes et qui va faire une vraie différence avec ce que tu connais en maths jusqu'en seconde, et des fois ça te fait un peu peur et je sais pas quoi. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer le challenge de faire une explication globale en partant de rien, comme d'habitude sur mes vidéos synthèse. On va faire une explication globale en rendant les choses compréhensibles, on va faire du mieux qu'on peut. Et puis on va essayer de tenir en un quart d'heure, ok? Let's go, donc on démarre de rien, c'est ça surtout que je veux que tu retiennes pour que tu puisses saisir l'idée qu'on construit les idées au fur et à mesure avec un sens logique et compréhensible. Allez, c'est parti, on y va, on démarre tout de suite. Comme d'habitude, avant de démarrer, c'est très important, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à partager, diffuser mon travail, c'est très important pour moi parce que c'est comme ça qu'on peut se faire connaître sur YouTube. Et si tu aimes ce genre de vidéo synthèse, sache que j'ai mis sur une plateforme dédiée sur mon site internet toutes les vidéos un peu exclusives que je fais, qu'elles soient sur YouTube ou non. Je te mets le lien en descriptif de la vidéo, tu vas pouvoir retrouver un peu toutes les vidéos, notamment de première spé maths et première spé physique chimie, mais aussi de terminale spé maths et terminale spé physique chimie. Voilà, n'hésite pas à aller faire un tour, on y va. Alors, second degré, je vais écrire en violet parce que c'est joli. Second degré, déjà il faut savoir quand on parle de second degré que ça va être des fonctions, appelons-la f de x, qui vont avoir pour forme générale, pour écriture générale, ax carré plus bx plus c. Deux informations ici que je te pose tout de suite, c'est que a est différent de 0. Le coefficient a est un réel différent de 0. B et c sont des réels qui peuvent être égaux à 0 ou pas, on s'en fout, mais c'est des réels. On écrit ça comme ça, b, c appartiennent à r carré. C'est une façon de dire que c'est deux réels. Et a aussi est un réel, mais lui il appartient à r étoile. Tu sais pourquoi on dit étoile? Parce que ça veut dire les réels privés de 0. Parce que a doit être différent de 0. Donc ça c'est la première information, l'écriture générale d'une fonction polynôme du second degré. Donc j'écris second degré, mais bien sûr c'est pour dire fonction polynôme du second degré. Et ça, cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Si je te donne le nom de cette forme-là, ça veut dire, et ça sous-entend, qu'il va y avoir d'autres formes. Et oui, il va y avoir la forme canonique et éventuellement la forme factorisée, et peut-être que ça t'évoque déjà des choses dans ta tête. Mais avant de parler de la forme canonique et de la forme factorisée, il faut que je te donne la visualisation graphique de ce genre de fonction. On va changer de page, hop, je me mets sur un graphique, et en fin de compte, je vais faire même deux graphiques. Parce que j'ai envie de présenter deux situations possibles, de distinguer deux situations. La distinction, elle va se faire par rapport à ce coefficient A. En fait, ce coefficient A, il faut que tu saches qu'il a une certaine importance pour visualiser tout un tas de choses dans le contexte de nos fonctions polynômes du second degré. Et vraiment, retiens bien que quand on parle du coefficient A dans ce contexte-là, second degré, on parle en général du coefficient devant x au carré. En tout cas, moi, je l'ai appelé A, et dans tes cours, en général, il s'appelle A. Et donc, on va distinguer, comme je te disais, deux situations. La première, en fait, on va distinguer les deux cas. Premier cas, A est positif. Deuxième cas, A est négatif. Et bien sûr, le cas A égale 0 n'existe pas parce que je t'ai dit dès le début que A ne pouvait pas être égal à 0. Au fait, pourquoi A ne peut pas être égal à 0? Regarde, même ça, c'est logique parce que peut-être toi, tu as écrit ça dans ton cours, le prof a écrit ça, et tu t'es dit, ouais, mais d'où ça sort? Pourquoi A ne peut pas être égal à 0? Bah, si A égale 0, imagine que tu remplaces A par 0, qu'est-ce que tu vas voir ici? Tu vas voir 0 fois x carré, parce que c'est un fois ici. 0 fois x carré. 0 fois x carré, bah, ça fait 0. Donc, ce terme-là va disparaître. Qu'est-ce qui va te rester? Il va te rester une fonction de la forme bx plus c, et ça c'est quoi? C'est une fonction affine. En fait, c'est un polynôme de degré 1. C'est du premier degré. Tu vois, les fonctions affines, en fait, toi tu les as appelées fonctions affines au collège et en seconde. Ça pourrait s'appeler polynôme de degré 1 ou de premier degré, mais on ne les appelle pas comme ça, ok? Donc si jamais a égale 0, bah, tu n'es plus dans du second degré, tu es dans du degré 1. Voilà pourquoi a ne doit pas être égal à 0. Tu vois, ça fait sens. Donc a ne doit pas être égal à 0 et on a deux situations, soit a est positif, soit a est négatif. Ça va, tu suis? Et en fait, dans les deux situations a positif, a négatif, regarde ce qui va se passer. La forme de la représentation graphique de ton polynôme, ça va être, dans le cas où a est positif, une parabole, on appelle ça une parabole, en forme de U. Et dans le cas où A est négatif, ça va être une parabole en forme de colline. Tu peux le dire comme tu veux, U, colline. Tout ce que je te dis là d'ailleurs, tout ce que je vais t'écrire dans cette vidéo synthèse, c'est contenu, c'est écrit dans une fiche synthèse aussi qui est dispo sur mon site internet. Tu retrouves un extrait de toutes mes fiches, pareil sur la plateforme dont je t'ai parlé en début de vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour encore une fois. Mais si tu veux un condensé global de tout, bah, tu vas voir mes fiches synthèse, tu télécharges mon application connaissance fiche synthèse et tu auras toutes les fiches, y compris celle-là. Donc, sur la fiche notamment, je te mets ce petit moyen mnémotechnique. Je vais te le mettre ici. Quand A est positif,
tu as une parabole en forme de U, en fait en forme de sourire, parce que A il est content, il est positif. Et puis quand A est négatif, bah, il est négatif, il n'est pas content, bon bah tu as une parabole en forme de pas sourire. C'est une colline, c'est un pas sourire, ok? Ça va? Le petit moyen mnémotechnique, après tu peux rajouter une tête, des cheveux. Je suis très mauvais en dessin, c'est très moche. Ok, allez, on revient à nos moutons. Donc en fait, parabole en forme de U, parabole en forme de colline, suivant que A soit positif ou A soit négatif. Et bien sûr, la parabole, elle n'est pas obligée d'être comme ça. Elle peut aussi venir toucher l'axe des abscisses, ok? Ou elle peut carrément venir croiser l'axe des abscisses. Donc ça, c'est 3 cas de figure différents dont on va parler par la suite. Parce que ces 3 cas de figure, bah, ils disent quelque chose sur ta fonction polynôme du second degré. Et dans l'autre situation, c'est pareil. Tu peux très bien avoir une parabole qui va venir toucher l'axe des abscisses en un point, ou tu peux avoir une parabole qui va venir couper l'axe des abscisses en 2 points. Ok? Ce qui fait apparaître à chaque fois un point particulier sur notre parabole, puisque ça s'appelle, je le répète, une parabole. Ce point particulier, hop, à chaque fois je te l'identifie, je te le marque en vert. Ce point particulier, on l'appelle comment? On l'appelle le sommet. On va le noter S pour notre petite situation. Et le sommet, tu sais quoi? Le sommet, il a des coordonnées qu'on peut noter si on veut alpha, bêta. Ok? On va dire que alpha, bêta sont les coordonnées du sommet. Et à chaque fois, pour une parabole, tu as un sommet. Voilà, à chaque fois je le note S. Dans tous les cas de figure, on a un sommet qu'on peut appeler S comme sommet. Ok? Donc appelons les coordonnées du sommet, notons-les alpha et bêta. Et on va introduire avec cette information-là, on va introduire donc la forme canonique. On reprend notre petit stylo violet. Hop, la forme canonique. Et la forme canonique, en fait, l'écriture de la forme canonique, c'est celle-ci. F de x égale A. Donc le même A dont je te parle depuis tout à l'heure, fois x moins alpha au carré, plus bêta. Alors cette forme-là, elle ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que n'importe quel polynôme du second degré peut s'écrire sous cette forme-là. Je vais t'inventer un polynôme. En général, quand je suis avec des élèves, quand je fais de l'accompagnement avec des élèves, accompagnement individuel, ce que je propose de faire pour comprendre que n'importe quel polynôme peut avoir une forme canonique, c'est que je dis à l'élève, donne-moi n'importe quel polynôme, invente-moi un polynôme, celui que tu veux, du second degré bien sûr. Invente-moi les nombres que tu veux, les coefficients que tu veux. Par exemple, 7x carré, qu'est-ce que tu veux dire après? Moins 5x, ok, je t'ai entendu, tu as dit moins 5x. Et après, je sais pas, plus 13, tu vois, j'invente, je sors n'importe lequel. Eh bien, on peut très bien, à partir de ce polynôme du second degré, trouver l'écriture de la forme canonique de notre fonction. Ok? C'est-à-dire, on peut trouver en fait 2 valeurs. Donc, on peut trouver une expression qui va ressembler à ça. Pourquoi 7? Bah, parce que 7, c'est le coefficient A, le coefficient devant x carré. Et je t'ai dit juste avant que dans la forme canonique, tu vas retrouver le coefficient A ici en facteur. Donc c'est forcément, ça va être 7 fois x moins quelque chose au carré plus quelque chose. On peut retrouver la forme canonique, il y a un petit tralala à faire, si tu veux je te montrerai ça dans une autre vidéo. De toute façon je l'ai déjà montré même, tu vas dans la liste, dans la playlist polynôme du second degré sur ma chaîne et tu vas retrouver une vidéo qui démystifie la forme canonique. Si j'y pense, je te mettrai le lien au-dessus de ma tête, là, enfin quelque part. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Et ce qu'il y a de bien avec la forme canonique, c'est quoi? Bah, c'est que ça fait apparaître les coordonnées du sommet. Pourquoi on a besoin des coordonnées du sommet? Parce que si tu regardes bien chaque situation pour représenter ici dans mes petits graphiques, à chaque fois, au niveau du sommet, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que ta fonction, elle change de variation. Quand tu es dans le cas où A est positif, la fonction, elle est décroissante, puis après le sommet, croissante. À chaque fois, décroissante, puis après le sommet, croissante. Décroissante, puis après le sommet, croissante. Et dans le cas où A est négatif, à chaque fois, la fonction, elle est croissante, puis après le sommet, décroissante. Croissante, puis après le sommet, décroissante. Tu as compris le truc? Je ne vais pas le répéter 10 fois. Mais ça veut dire que si tu voulais faire les tableaux de variation, je vais rester sur le même slide, si tu voulais faire les tableaux de variation de tes fonctions, parce que ça constitue un certain type d'exercice de niveau première, quoi, qu'on peut, sur lesquels on peut t'interroger en contrôle, de donner les tableaux de variation, c'est des exos très simples, hein, de donner les tableaux de variation de ta fonction polynôme du second degré, il suffit pour ça d'avoir les coordonnées du sommet en fait, donc d'avoir la forme canonique, ou bien de savoir l'interpréter. Donc dans le cas où A est positif, la parabole, la fonction pardon, elle va être décroissante puis croissante, et où est-ce qu'elle change de variation? Elle change en alpha bêta, les coordonnées du sommet. Okay, donc là, je t'ai construit le tableau de variation associé à une parabole pour laquelle on aurait A positif, une fonction pour laquelle on aurait A positif. Ouais. Après, tu mets moins l'infini plus l'infini ici.
pour faire joli. Et dans le cas où a est négatif, bah, c'est l'inverse, quoi. La parabole, la fonction, pardon, elle est croissante puis décroissante parce qu'on a bien la forme d'une montagne, d'une colline, d'un pas-sourire, je ne sais pas comment tu vas appeler ça, et toujours les variations elles changent au niveau du sommet, donc en alpha-bêta. Ok. Voilà, donc quelque part la forme canonique, ça te donne une information sur les variations de la fonction. Parce que si tu veux, dans la forme canonique, je vois trois informations, mettons deux informations. La première, ça va être sur la forme de la parabole, donc les variations, puisque tu as le signe de A, tu as le A en fait. Imaginons que je te donne une forme canonique avec A égale 7, comme tout à l'heure. Bon bah tu sais que A vaut 7, tu sais que A est positif, donc tu sais que tu es dans ce cas de figure. Donc tu as une information sur le sens de variation. Deuxième information que tu as une information sur les coordonnées du sommet. Donc tu peux carrément construire ton tableau de variation. Ok? Donc voilà ce qu'on peut dire sur la forme canonique. Et maintenant on va enchaîner, on va continuer avec la forme factorisée. Et la forme factorisée, elle va avoir lieu dans deux cas de figure. Je vais te les montrer ici. Les cas de figure, je vais les entourer en blanc, non, en violet. Les cas de figure pour lesquels il va exister une forme factorisée, c'est ces deux cas de figure dans le cas où A est positif. Et devine quoi, pour l'autre, ça va être lesquels? Bah, ça va être ces deux cas de figure dans le cas où A est négatif. C'est quoi le point commun à chaque fois? Bah, le point commun, par rapport à lui qui se retrouve exclu de notre situation où on a une forme factorisée, le point commun c'est qu'ici, on va se retrouver soit dans la situation où la fonction, où la courbe va venir toucher l'axe des abscisses, soit dans la situation où la courbe va venir couper l'axe des abscisses deux fois. T'as vu? Là pareil, la fonction, la courbe elle va venir toucher l'axe des abscisses, et là la courbe elle va couper l'axe des abscisses deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire quand une courbe coupe ou touche l'axe des abscisses? Par exemple, dans cette situation, hop, comment tu interprètes ça? On a une fonction f, j'invente, hein, n'importe quelle courbe. Ça ne représente pas un polynôme du second degré parce que tu as vu, c'est pas une parabole. Mais imaginons cette situation d'une courbe CF qui vient toucher ici l'axe des abscisses au niveau de l'abscisse moins 2. Tu sais ce que ça veut dire ça? Comment ça s'interprète? Ça s'interprète en disant que f de moins 2 égale 0. En fait, moins 2 est la valeur de x qui annule ta fonction f. Ça que ça veut dire. Même chose, si tu as une situation comme ça, hop, j'invente une courbe, appelons-la CG, la courbe de la fonction g. Et ici, on a la courbe de la fonction g qui va venir couper l'axe des abscisses en deux points. Imaginons que ce soit le point d'abscisse 1 et puis le point d'abscisse 4. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'interprète? Ça s'interprète en disant que g de 1 égale 0 et en disant que g de 4 égale 0. Donc ça, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse quelque part dans ces situations à savoir quand est-ce que la fonction s'annule. Et donc là, ça va être la même chose, on va s'intéresser à savoir quand est-ce que la fonction s'annule. Et de cette interrogation, on va pouvoir derrière remonter à la fameuse forme factorisée. Et quand on se pose la question de savoir quand est-ce que la fonction polynôme du second degré s'annule, roulement de tambour, eh ben on s'intéresse à résoudre f de x égale 0. Au fait, c'est quoi f de x? Dans mon petit cours, là, je t'ai introduit f de x, la fonction que j'appelle f de x au tout début, c'était L, voilà. La fonction f de x, bien sûr, dans mon petit cours, c'est n'importe quel polynôme du second degré. Et donc, on en arrive à dire, on va s'intéresser à savoir quand est-ce que la fonction s'annule. Donc, on va s'intéresser à résoudre ce style d'équation que tu reconnais probablement. Ax carré plus bx plus c égale 0. Équation ultra classique, ultra importante, ultra nécessaire. C'est un outil standard de base que tu dois maîtriser en maths, en particulier si tu vises d'aller faire de la spé physique-chimie en terminale. Ouais, je prends spécifiquement cet exemple pour te dire qu'en spé physique-chimie terminale, tu as besoin de savoir résoudre ce genre d'équation dans certaines situations. Et ouais, les maths, ça reste un outil, n'oublie jamais. Et en se posant cette question de savoir quand est-ce que la fonction s'annule, quelque part, ça revient à se poser la question de savoir est-ce que on va venir toucher l'axe des abscisses une fois? Est-ce que on va venir couper l'axe des abscisses deux fois? Ou est-ce que on va être dans la situation où on ne coupe ou on ne touche jamais l'axe des abscisses? En fait, c'est la question à laquelle on va répondre parce que suivant la réponse ou les réponses de cette équation, bah, tu sauras si tu es dans ce cas de figure. Si la fonction ne s'annule jamais, ça veut dire que la courbe ne coupe
ou ne touche jamais l'axe. Donc tu seras dans ce cas de figure ou dans ce cas de figure. Si tu obtiens une solution à cette équation, une solution, ça veut dire que la courbe viendra toucher l'axe des abscisses une fois. La fonction s'annulera une fois. Et si tu obtiens deux solutions, ça voudra dire que tu viendras couper l'axe des abscisses deux fois, dans un cas ou dans l'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si tu essayes d'imaginer toutes les paraboles possibles, en fait, je t'ai représenté tous les styles de paraboles possibles en distinguant le cas où A est positif et le cas où A est négatif. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, soit ta parabole, elle va rester au-dessus de l'axe des abscisses ou elle va rester en dessous de l'axe des abscisses, soit elle va venir toucher une seule fois l'axe des abscisses, dans un cas ou dans l'autre, A positif, A négatif, soit elle va couper deux fois l'axe des abscisses, et c'est tout. Il n'y a pas de quatrième possibilité. Okay, donc on se pose cette question de savoir comment est-ce qu'on résout ce style d'équation, et je ne vais pas te refaire toute la démo, mais bien sûr la méthode ça passe par le calcul du fameux discriminant, le fameux delta, qu'on retrouve clairement avec une petite démonstration. Si je suis motivé, je vais faire la démonstration parce que ça c'est une vidéo que j'ai pas fait sur ma chaîne. Quelque part c'est pas mal des fois de savoir d'où sort delta. C'est pas une formule magique, hein, c'est quelque chose qui se démontre complètement. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais pas aller plus loin parce que j'ai dit un quart d'heure, je pense qu'on va largement dépasser le quart d'heure. Donc delta c'est un paramètre qui s'appelle le discriminant. Discriminant sert à discriminer, tu vois, c'est le même mot. On discrimine, c'est-à-dire on distingue des cas. Discriminer, c'est ça aussi que ça veut dire, hein. C'est pas que de la discrimination sociale. Au sens large, discriminer, ça veut dire distinguer, séparer, distinguer des cas. Donc le discriminant, c'est celui qui sert à distinguer des cas. C'est pour ça qu'on l'appelle discriminant. Tu vois, toutes les choses ont un sens. Et c'est ça aussi que je vais te montrer avec mes vidéos synthèse en général. Et celle-là fait pas exception. Donc le discriminant, on le calcule par la formule B carré moins 4AC. Et on va obtenir un résultat. Et ce qu'on t'apprend donc dans ton cours, c'est qu'il y a trois situations possibles. Donc on va discriminer trois cas possibles. Premier cas, quand le discriminant est négatif. Eh bien quand le discriminant est négatif, ça correspond au fait que cette équation n'a pas de solution. Pas de solution. Entre parenthèses, je précise réel. Et tu sauras pourquoi j'ai précisé réel si tu fais maths experte ou si un jour tu travailles avec les nombres complexes, quand tu fasses en maths experte ou n'importe où ailleurs, tu comprendras pourquoi on dit pas de solution réelle. Ok, donc pas de solution réelle, c'est-à-dire la fonction ne s'annule jamais. Et si la fonction ne s'annule jamais, soit tu es dans ce cas de figure, soit tu es dans ce cas de figure. Donc je pourrais presque écrire ici ces deux situations là, que j'ai représentées. Elles correspondent toutes les deux à la situation où le discriminant est négatif. Ça va, tu suis? Donc discriminant négatif, delta négatif, ça veut dire que la fonction ne s'annule pas. La fonction ne s'annule pas. Il n'y a pas de solution à cette équation. Elle n'est jamais égale à 0. C'est bon? Donc si elle n'est jamais égale à 0, j'insiste beaucoup pour que tu comprennes, la courbe ne touche ni ne coupe jamais l'axe des abscisses. Yes? Donc maintenant, les deux autres cas que j'ai entourés en violet qui correspondaient, souviens-toi, à la fameuse forme factorisée, parce que c'était de ça dont on partait, bah, ça va être les deux autres cas qui sont là. Et que je vais écrire en bleu. Donc l'autre cas, c'est si delta égale 0. Et le troisième cas, c'est si delta est positif. En fait, delta, ça va être un nombre réel. Quand tu vas calculer b carré moins 4ac, tu vas obtenir un réel. Et les réels, c'est quoi? Bah, c'est soit des nombres strictement négatifs, soit c'est 0, soit c'est des nombres strictement positifs. Et là, en fait, en distinguant ces trois cas, bah, tu as toutes les possibilités possibles pour delta. Possibilités possibles. C'est joli ça, il faut le noter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand delta égale 0? Bah, quand delta égale 0, il n'y a qu'une seule solution à ton équation ax carré plus bx plus c égale 0. Et cette solution, en général, on la note x0, on l'appelle racine double. x0, et elle est égale à moins b sur 2a. Tu peux la calculer par la formule moins b sur 2a. Moins b, donc tu prends b, tu fais moins b, sur 2 fois a. Ok? Hop, on va entourer ça, encadrer. Et je vais te prendre donc le cas où delta est positif et te dire ce qui se passe dans ce cas-là. Tu as deux solutions. C'est-à-dire que la fonction va s'annuler deux fois. Elle va s'annuler en une valeur qu'on va noter x1 qui est égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Tu reconnais la formule bien sûr. Et on va avoir une deuxième valeur où la fonction s'annule qu'on va appeler x2
c'est des notations, hein. C'est juste pour te dire, il y a une première et il y a une deuxième. Et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Je sais pas où est-ce qu'on en est en timing, je pense qu'on va dépasser le quart d'heure, hein. Mais le tout c'est que tu comprennes et j'espère que du coup cette synthèse de cours te permet de bien comprendre. Encore une fois, si cette vidéo synthèse te plaît, je compte sur toi, liker, partager, diffuser, t'abonner à cette chaîne bien sûr si tu n'es toujours pas abonné, et puis d'aller checker mes autres vidéos synthèse de spé maths, spé physique chimie, première terminale. Tout ça je te les ai regroupés pour plus de simplicité sur mon site, je t'ai dit ça tout à l'heure, tu peux aller vérifier, tu vas voir c'est plutôt cool. Alors dans le cas où delta égale 0 et où tu n'as qu'une seule solution, on reprend les petits graphiques. En fait c'est le cas où ta parabole va venir toucher qu'une seule fois l'axe des abscisses. Tu suis, puisque si tu touches une seule fois l'axe des abscisses, ça veut dire que ta fonction, représentée par la parabole, ne va s'annuler qu'une seule fois. Donc ici, je vais garder le même code couleur, même si ça va faire bleu sur bleu. En fait, le cas où delta égale 0 et où j'ai qu'une seule solution, qui est x0 égale moins b sur 2a, ça correspond à ce cas-là, cette parabole, ou cette parabole. Et l'abscisse, ici, où je viens toucher l'axe des abscisses, bah, c'est le fameux x0 que je viens de te noter. Oh, bah, ça tombe bien, t'as vu? Ça correspond carrément, dans ce cas-là, à l'abscisse du sommet, en fait. Et ben, bingo, en fait, on vient d'établir, par une visualisation graphique, que l'abscisse du sommet, dans tous les cas, tu sais c'est quoi? Bah, c'est toujours moins b sur 2a. Dans tous les cas. Dans ce cas-là, l'abscisse du sommet, alpha, c'est moins b sur 2a. Dans ce cas-là aussi, dans ce cas-là aussi. Moins b sur 2a, l'abscisse du sommet, moins b sur 2a, moins b sur 2a. Donc en fait, le alpha de la forme canonique, qui correspond à l'abscisse du sommet, c'est toujours moins b sur 2a. Je l'avais noté où? Je l'avais noté, je sais même plus. Où est-ce qu'on avait noté la forme canonique? C'était là-dessous. Ah, c'était là. Le alpha, bah oui, c'était là en fait, j'étais sur la bonne page. Le alpha ici, sa formule, c'est moins b sur 2a. Ok? Et c'est lié, c'est carrément lié à la valeur de la solution de ax carré plus bx plus c égale 0 dans le cas où delta égale 0, parce que dans le cas où delta égale 0, tu es avec une parabole qui ressemble à ça ou à ça. Ok? Donc je vais écrire ici, hop, que cette parabole, ça correspond à delta égale 0 dans ce cas-là et dans ce cas-là. Ok? Dernier cas, le cas où delta est positif, on a dit qu'on a deux solutions. On va visualiser donc deux valeurs pour lesquelles la fonction va s'annuler. Ça veut dire deux points pour lesquels la courbe va couper l'axe des abscisses. Et effectivement, ces deux points, hop, hop, eh bien, ils ont pour abscisse x1, x2. Et ici, pareil, x1, x2. C'est juste des notations, hein. Je te dis pas que toujours x1 est plus petit que x2, mais c'est des notations générales. Après, peut-être toi, tu les as écrit différemment dans ton cours, on s'en fiche. Le tout, c'est de comprendre l'idée. Ok? Voilà. On va terminer cette vidéo parce que j'ai quasiment tout dit. Je vais juste conclure avec le tableau de signes. Parce qu'également, ce qu'il faut savoir faire, c'est de donner le signe d'un polynôme du second degré. Et si tu regardes nos trois situations, dans un cas comme dans l'autre, regarde ce qui se passe. Écoute bien et visualise en même temps. Ce que je veux, c'est que tu visualises en même temps. Je te fais d'abord le cas où a est positif. Regarde la fonction représentée par ce polynôme ici. Tu as vu qu'elle est toujours positive. Tu vois, puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction associée est positive. Dans ce cas-là, la parabole, elle est au-dessus de l'axe des abscisses aussi. Elle touche une fois, mais sinon elle reste au-dessus. Donc la fonction est aussi positive. Donc pour l'instant, on est du même signe que A. Là, la fonction est positive, comme A. Là, la fonction est positive, comme A. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Elle est positive, la fonction. Elle passe négative quand x est entre les deux valeurs x1, x2. Et après, elle redevient positive. Donc en fait, elle est du signe de A, positive, sauf à un moment donné entre les deux racines x1, x2, entre les deux solutions de f de x égale 0, elle passe négative. Ouais, donc signe de A, signe de A, signe de A, sauf entre les deux racines. Donc à chaque fois, en fait, la fonction f de x, elle est toujours du signe de A, sauf quand j'ai deux racines, entre les deux racines, elle est du signe contraire, négatif. Et on va voir si on a le même raisonnement ici dans le cas de figure où notre A est négatif. Regarde la fonction associée ici. La parabole, elle reste en dessous de l'axe des abscisses. T'as vu? Donc la fonction est négative, comme A. Dans cette situation, la parabole, elle reste en dessous de l'axe des abscisses. Donc si la courbe représentative est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. C'est juste qu'elle va s'annuler ici. Dans ce troisième cas de figure, on a une partie qui est négative, comme A. Donc c'est le même signe que A.
Ça passe positif, encore une fois, entre les deux racines, dans ce cas de figure, ça passe positif, donc signe contraire de A. Et à nouveau, ça redevient négatif, donc signe de A. La règle qu'on vient d'établir ici, juste en visualisant nos représentations, toutes les représentations possibles, la règle qu'on vient d'établir, c'est la règle suivante. Le signe de ax carré plus bx plus c, dans le cas où delta est négatif. Il y a encore une fois 3 cas possibles qui sont liés à delta, le discriminant qui sert à discriminer. Toujours lui, c'est vraiment un discriminateur. Alors, dans ce cas-là, le signe de ax carré plus bx plus c, donc de notre fonction, c'est toujours le signe de A. Hop, et pour te refaire le lien avec les graphiques, ça correspond à cette situation. Dans le cas où delta est négatif, soit j'ai une parabole comme ça, soit j'ai une parabole comme ça, donc qui reste toujours clairement au-dessus de l'axe des abscisses ou clairement en dessous de l'axe des abscisses. Et dans tous les cas, ici la parabole, elle représente une fonction qui est positive comme A, et ici la parabole, elle représente une fonction qui est négative comme A. Donc signe de A, chaque fois que delta est négatif, la parabole, la fonction, elle est du signe de A. Quand delta égale 0, donc là, les deux courbes qu'on visualise, qu'on regarde pour comprendre le principe, c'est L et L. Donc quand delta égale 0, elle reste du signe de A, la fonction, mais elle va s'annuler en x0. Là, pareil, elle reste du signe de A, la fonction, elle reste négative, mais elle va s'annuler en x0. Donc le tableau, ça représente ça. J'espère que cette synthèse te plaît bien, hein, franchement. C'est que de l'impro, j'ai pas préparé de cours. Bon, je te le dis juste pour... voilà, juste pour te le mentionner, il y a que de l'impro, quoi. Je te le fais comme ça vient. Mais j'aime bien faire ce genre de cours parce que, si tu veux, l'idée c'est de savoir dérouler un cours de façon claire et explicite et suffisamment compréhensible. Mais pour ça, il faut que ce soit naturel. Si je suivais un déroulé, je sais que ce ne serait pas naturel. Donc j'essaye de faire le truc le plus naturel possible. J'espère que ça te plaît et j'espère que tu comprends surtout. Donc quand delta égale 0, en fait, on est dans la situation, je répète, ici, où la fonction va rester du signe de A, mais elle va venir s'annuler. Où là elle va rester du signe de A et elle va venir s'annuler en x0. Et x0 c'est quoi? Bah, j'ai dit tout à l'heure, c'est moins b sur 2a. Hop, elle vient s'annuler, mais elle reste du signe de A. Et on finira avec la forme factorisée, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Et le dernier cas de figure avec le discriminant, bah, c'est le cas où delta est positif. Donc le cas où delta est positif, c'est un cas que tu sois avec un A positif ou un A négatif, c'est une situation où ta fonction va venir s'annuler 2 fois, tu as vu? Pour des valeurs qu'on a appelées x1, x2. Donc déjà là dans mon tableau, je vais faire apparaître deux traits verticaux avec écrit x1, x2 pour te dire que la fonction, elle va s'annuler en x1 et x2. La fonction possède, on dit, 2 racines. C'est comme ça qu'on le formule. Hop. Bon, par contre, j'écris super mal parce que j'essaie d'écrire vite. Tu m'en voudras pas, mes fiches synthèse sont mieux écrites que ça quand même. Pas de panique. Et maintenant, du point de vue du signe, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on a dit que, si on regarde ici, avant d'arriver sur la valeur x1, la parabole, elle est au-dessus de l'axe d'abscisse. Tu vois le petit bout que je te montre ici. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la fonction est positive, comme A. Quand on passe entre x1 et x2, la courbe, elle passe en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction devient négative. Le signe contraire de A. Et une fois qu'on repasse après x2, la parabole elle revient au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction redevient positive, comme A. Et c'est la même chose ici. Fonction négative, comme A. Ensuite, entre x1 et x2, fonction positive, signe contraire de A. Et après, fonction négative, comme A. Donc en fait, dans ce cas de figure, c'est toujours le signe de A. Depuis tout à l'heure, hein, si tu regardes tous mes tableaux, j'ai toujours écrit signe de A, signe de A, signe de A. T'as vu? C'est vraiment ça que je veux que tu retiennes en fait. On est toujours du signe de A en fait avec nos polynômes. Sauf, et on en arrive dans cette case-là, sauf dans cette case quand tu as 2 racines, 2 valeurs de x qui annulent ta fonction polynôme du second degré. Dans ce cas-là, entre tes 2 racines, tu es du signe contraire de A. Voilà. Après, bien sûr, tout ça, faut l'appliquer dans des exos. Là, je te fais que une synthèse du cours. Je te mets pas d'exemple véritablement. Je te dresse une synthèse globale. Après, tu as d'autres vidéos sur ma chaîne notamment où on regarde des applications dans les exercices, etc. Sache que de faire des tableaux de signes, c'est aussi très important parce qu'en maths, pas simplement dans le chapitre du second degré, mais
même après en première et même après en terminale, tu vas avoir besoin d'étudier des signes de fonction et régulièrement tu vas avoir besoin d'étudier des signes à travers notamment les signes de polynômes. Bon, alors en fait, on termine par la forme factorisée, comme on a dit. Eh bien, il existe une forme factorisée, donc une troisième forme d'écriture. Je t'ai donné au tout début de la vidéo la forme développée. Après, on a introduit la forme canonique. Et on termine avec la forme factorisée. La forme factorisée, elle existe dans ce cas de figure et dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de forme factorisée. Pas de forme factorisée. Et tu vas voir, c'est assez logique pour la forme factorisée. Donc, je vais terminer ici. Forme factorisée. Hop. Voilà, donc pour la forme factorisée, deux cas de figure. Soit tu es dans le cas où delta égale 0. Et souviens-toi, dans le cas où delta égale 0, on a dit que la fonction s'annule une seule fois en la valeur x0 égale moins b sur 2a. Eh bien la forme factorisée, on va l'appeler ff. La forme factorisée, elle s'écrit f de x égale, t'es prêt? A, facteur de x moins x0, facteur de x moins x0. Eh mais j'ai pas vu ça comme ça, Benjamin, dans mon cours avec le prof. Eh oui, tout juste. Mais si je te l'ai écrit comme ça, c'est parce que je veux te dire après derrière, et tu vois, x moins x0 fois x moins x0, bah ça fait x moins x0 au carré. Et voilà la forme factorisée dans la situation où delta égale 0. Pourquoi est-ce que je t'ai mis x moins x0 fois x moins x0? C'est pas au hasard. Hein. Puis je suis pas fou non plus. Enfin, je crois pas que je sois fou. Tu vas voir pourquoi. Dans le cas où delta est positif, on a dit qu'on avait deux racines pour la fonction f, c'est-à-dire deux valeurs de x pour laquelle la fonction f s'annule. La valeur x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et la valeur x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et bien tu sais quoi? Avec ces deux valeurs de x, la forme factorisée, elle s'écrit f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Oh! Ben en fait, c'est exactement la même chose que j'écris là, sauf que là, en fait, il n'y a qu'une seule racine. D'ailleurs, elle, on l'appelle des fois racine double. C'est pour ça que ça se répète x moins x0 fois x moins x0. En fait, cette écriture-là, c'est presque le cas particulier de cette écriture-là. Si tu mets x0 à la place de x1 et x0 à la place de x2, ben tu retrouves exactement la forme d'écriture que j'ai écrit ici. Donc si je te l'écris comme ça tout à l'heure, c'est pour que tu fasses le lien entre les deux et pour te dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule formule de forme factorisée. Des fois, les élèves disent il y a celle-là et il y a celle-là et c'est deux formules différentes. Non, faux. C'est la même formule, sauf que là, on est dans un cas particulier où x moins x0 fois x moins x0, ben, ça fait x moins x0 au carré. Donc encore une fois, les choses ont un sens et quand on les comprend dans le bon sens, ben, je pense que c'est beaucoup plus facile de comprendre ces cours. Et derrière, in fine, ce qui nous intéresse, c'est de les appliquer. Et ce qui nous intéresse dans le fait d'appliquer nos cours, c'est de taper des bonnes notes. Moi, je ne suis pas ici sur cette chaîne pour te dire que ce qui est suffisant, c'est de taper des 10. Ça ne m'intéresse pas. Et si toi, tu aimes bien taper des 10, bah, tant mieux pour toi. Mais ce n'est pas l'état d'esprit que je transmets ici. Pour moi, il faut donner le maximum. C'est comme au sport, c'est comme dans tous les domaines. Si on va faire un truc, si on va en cours, si on va en classe, c'est pour essayer de donner la meilleure version de soi-même. Voilà, il faut essayer d'être la meilleure version de soi-même, donc donner le meilleur de soi-même pour aller au maximum de ses capacités. C'est pour ça que je te fais ces vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense que j'ai survolé à peu près 90% de ce qu'il faut savoir sur le second degré. Certainement, j'ai dépassé 15 minutes. Tu m'excuseras, mais le tout, c'est que tu aies compris et que tu puisses te dire, ok, bah, mon cours sur le second degré, check. J'ai plus qu'à aller l'appliquer. Donc, encore une fois, tout est résumé dans la fiche synthèse. La fiche synthèse, elle est dans l'application qui est disponible sur App Store, Play Store. Sur tous les stores, tu as mon application fiche synthèse. Tu peux aller voir tout ça, c'est sur mon site internet. Tu as toutes les infos. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu contactes par email, par Insta. Tu as tous les liens en descriptif. Encore une fois, pour finir, je compte sur toi pour partager, diffuser, t'abonner. C'est très important. Et sur ce, travaille bien, motive-toi bien, reste bien discipliné dans le travail. Et tu taperas les très bonnes notes. À très bientôt. Ciao.